Allez, on parle tout de suite de la défense avec le directeur général adjoint de Tikehau Capital, Henri Marcoux. Henri, bonjour. Vous avez des liens familiaux avec le secteur de la défense ? Question personnelle, mais effectivement, oui, mon père est lieutenant-colonel de la Légion étrangère. Alors, question professionnelle maintenant. Depuis quand avez-vous le sentiment qu'il y a une prise de conscience en Europe qu'il va falloir un peu se débrouiller tout seul sur ce sujet de la défense ? Changement de paradigme, moi je pense quand même progressif. On a eu un certain nombre de signes, notamment sous la présidence d'Obama, que les États-Unis étaient quand même en train de changer de position. Un certain nombre d'enjeux géopolitiques, on l'a vu, 2022, l'Ukraine. Un certain nombre également de conflits au Moyen-Orient, de conflits en Asie qui sont renforcés. Et puis clairement, 2025, vous l'avez vu, le discours du vice-président américain à la conférence sécurité de Munich. Et puis depuis, toutes les déclarations américaines sur ce sujet ont montré que l'article 5 de l'OTAN et tout ce qui était attaché à ces sujets-là était en train de changer. Alors, vous êtes avec nous aujourd'hui, on va parler de la défense sous le côté de l'investissement. La défense, c'est un peu une économie qu'on maîtrise assez mal. Alors, professionnellement, moi je me retrouve à la regarder de plus en plus en écoutant les uns les autres. Je voudrais comprendre avec vous l'économie de la défense. J'entends dire différentes choses. J'entends dire qu'il y a des besoins de financement en termes de BFR. Pour un truc tout bête, c'est que dans l'industrie, traditionnellement, on essaie d'être à flux tendu. Dans la défense, on n'est pas forcément à flux tendu parce que c'est pas parce qu'on a produit un obus qu'on va tout de suite l'utiliser. Donc, en termes de besoin de fonds de roulement. J'entends dire, tiens, il y a des besoins de rapprochement dans le secteur parce qu'il y a tout un tas de petites boîtes. Donc, il faut lever des capitaux pour permettre au secteur de se consolider. J'entends dire, il faut accroître les chaînes de production. Donc, il faut des fonds propres pour construire des usines. Quelle est votre vision du secteur de la défense ? Tout cela est un peu vrai. C'est une industrie qui est relativement simple quand on la regarde. On a de grands acteurs européens. Et on n'a pas à rougir d'avoir ces grands acteurs européens qui travaillent sur des grands programmes, qu'ils soient français, Airbus, Dassault, Thales, Safran, qu'ils soient italiens comme Leonardo et d'autres. Et donc ces grands programmes aujourd'hui, ils bénéficient de fondamentaux importants. Quels sont ces fondamentaux ? On voit que depuis de nombreuses années, on avait eu une baisse des ressources du PIB, des budgets de défense de l'Europe. En 2018, on est tombé à 260 milliards, un peu moins d'1,5% du PIB. Et depuis, une véritable remontée, justement, des ressources du PIB des pays européens. L'an dernier, c'était 380 milliards, un peu moins de 2%, et surtout des perspectives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous dit, toutes les initiatives européennes, le plan ReArm, l'ensemble des pays prennent conscience, justement, qu'il y a des véritables enjeux de défense, et donc, à horizon 2030, on parle probablement d'à peu près de 600 milliards d'euros par an sur la défense. Donc, clairement, des fondamentaux qui sont là, importants, des budgets qui sont là et qui vont par conséquent irriguer toute cette industrie, ces gros donneurs d'ordre. Et derrière ces gros donneurs d'ordre, qu'est-ce qu'on a ? On a, vous le citiez, on a 4000, 4500, 5000 entreprises qui font face du coup à ces enjeux-là et qui sont là pour fabriquer, produire, augmentation de capacité importante et donc tous les besoins, qu'ils soient en dette, qu'ils soient en fonds propres, pour répondre à cette demande. Est-ce qu'on va être plus européen ? Parce que très souvent, on a dépensé de l'argent d'un point de vue militaire, on a acheté des trucs américains. Alors c'est justement ce qui se passe actuellement, c'est qu'on veut être plus européen. Donc on le voit, les fondamentaux sont là avec des budgets plus importants. Et quand on regarde les chiffres, c'est assez déprimant quelque part. Parce qu'on a à peu près sur l'ensemble de ces budgets que 18% qui sont investis dans des acteurs europééens, donc dans du Made in Europe. Donc là, clairement aussi, changement de paradigme total, où non seulement augmentation importante des budgets, à travers l'ensemble des États, prise de conscience. Et donc, le corollaire de ça, c'est qu'on va acheter aussi plus européen. Un exemple récent, c'est le Danemark, qui, dans son choix de protection antimissile aérienne, n'a pas choisi le système Patriot, mais a choisi le système qui a été développé en collaboration entre l'Allemagne, l'Italie, et la France. Donc là, vraiment, véritable changement de paradigme également. Je voudrais qu'on regarde comment vous traitez ce sujet. Chez Tikehau Capital, il y a plusieurs approches. Vous gérez du côté, vous gérez du non-côté, et un gérant côté et un gérant non-côté, ils travaillent pas tout à fait de la même façon. Le gérant côté, il a plutôt tendance à regarder des analystes et de regarder les évolutions des cours de bourse. Le gérant non-côté, il parle beaucoup plus avec les boîtes. Sur le secteur de la défense, vous traitez les choses comment ? Alors, on a pris ce sujet est assez tôt. En fait, il y a une véritable prise de conscience chez nous avec des convictions qui ont émergé à partir de 2018-2019, où là, ces convictions, elles se sont traduites par des moyens financiers. On a investi 500 millions, c'est 10% de notre bilan sur ces enjeux-là. On a recruté des équipes, plus d'une trentaine de professionnels de l'investissement, anciens du secteur, et puis des experts opérationnels, plus d'une vingtaine qui travaillent avec nous sur l'ensemble de ces thématiques-là. On s'est associé avec les sachants. C'est-à-dire que nous, notre rôle, c'est d'être bilingue. D'un côté, on a les industriels du secteur, de l'autre côté, les financiers. Et donc, on a fait le lien entre les deux avec un partenariat où on est vraiment natif
au sein de ces thématiques, partenariat avec Airbus, Dassault, Thales, Safran, pour justement, entre ce partenariat avec l'ensemble de ces gros OEM, l'ensemble de nos équipes et nos experts opérationnels, pouvoir arriver à naviguer, identifier les bonnes tendances. On a investi plus d'1 milliard d'euros sur les 6 dernières années. Aujourd'hui, on détient à peu près une trentaine d'entreprises, 25 000 salariés, plus de 3 milliards de chiffre d'affaires, où on a réussi à comprendre et justement identifier quels sont les grands gagnants, les entreprises qui vont être bien positionnées pour gagner à travers l'ensemble de ce secteur. Elvia, par exemple, entreprise qui fabrique les cartes électroniques des Rafale, dont nous sommes actionnaires majoritaires maintenant, depuis un peu plus de 4 ans. On a investi, on les a aidés à faire grandir leur CAPEX, ils ont été capables de doubler leur capacité de production pour ces cartes électroniques du Rafale. Alors, on va regarder maintenant comment on peut transposer ça dans les solutions d'investissement pour nos clients. Vous avez lancé au mois de juin dernier une unité de compte qui s'appelle Tikeo Défense et Sécurité. Et en préparant cette émission, j'ai un peu regardé la documentation du produit et j'ai vu plein de mariages. Alors, je vais vous demander de me les commenter. Premier mariage que j'ai vu, déjà, c'est au niveau du nom. Jusqu'à présent, on a parlé de défense. Vous y avez rajouté le mot sécurité parce qu'il y a de la cybersécurité dans le fond. Pourquoi avoir fait ce mariage ? Alors, de la même manière que nous avons déployé une expertise sur la défense depuis 2019, nous avons en parallèle déployé également une expertise sur tout ce qui était lié à la souveraineté numérique, avec une équipe aujourd'hui de plus de 15 personnes qui travaillent sur ces enjeux de cybersécurité. Là aussi, on le voit, des fondamentaux très forts. Si vous regardez en termes de circulation de data dans le monde et plus particulièrement en Europe, donc des enjeux liés à ces thématiques-là, on le voit tous les jours, des attaques en termes de cybersécurité. Donc là aussi, on a créé des solutions depuis 2019 pour les institutionnels, avec un fonds de 2019, un fonds successeur l'an dernier qui a doublé de taille, fait plus de 350 millions d'euros. Nous avons investi aujourd'hui dans plus de 15 entreprises sur cette thématique. Et donc là aussi, on arrive à marier justement les enjeux de défense et de cybersécurité, de souveraineté numérique au sens large à travers ce produit. Deuxième mariage que j'ai vu, lorsque le secteur de l'aéronautique, on est bien d'accord, c'est super important dans le monde de la défense. Et vous notez que ce secteur de l'aéronautique, il a pour caractéristique d'être à la fois militaire et à la fois civil. C'est bien ? Totalement, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait face à une industrie qui est duale. Puisque quand l'ensemble de nos sociétés en portefeuille, on fabrique des morceaux de carlingue pour des Airbus A320, ces mêmes morceaux de carlingue, on va les retrouver sur des avions ravitailleurs pour les Rafales. Les commandes de vol des hélicoptères chez Cruise, par exemple, vont servir à la fois les hélicoptères civils et les hélicoptères militaires. Et donc, en tant qu'investisseur financier, cette dualité qui repose encore une fois sur des fondamentaux importants. L'aviation civile, aujourd'hui, on voit que l'ensemble du trafic passager a explosé depuis le Covid. Et donc, le corollaire de ça, c'est des commandes très fortes. Des commandes, on est aujourd'hui à plus de 15 000 avions en commande entre Airbus et Boeing. Donc, c'est plus de 11 années de commandes. On a les mêmes phénomènes sur l'aéronautique, sur tout ce qui est militaire aujourd'hui. Si je prends l'exemple du Rafale, par exemple, l'an dernier, on a produit 21, 250 en commande. Donc, cette dualité, pour un investisseur financier, elle permet justement de faire face à des perspectives, des fondamentaux solides, et donc des perspectives pour un investisseur financier, c'est ce qu'on aime parce que ça montre qu'il y a de la valeur à créer sur les années à venir. Dernier mariage que j'ai vu, actions et obligations, avec plus de côté private equity que de côté dette. Pourquoi cet arbitrage ? Ce produit, effectivement, il va être investi l'unité de compte à 70% en capital investissement. On a mis 20% de dette privée. Nous sommes un des leaders en Europe de la dette privée. Nous gérons 23 milliards d'encours. Et donc, nous pensons qu'à travers ce type d'instrument, notamment en termes de rendement récurrent, typiquement, ça permettra d'amener un peu de peps à cette unité de compte. Dernier exemple en date, nous avons financé le rachat de l'Adit, agence de sécurité. Et là, typiquement, il y aura dans l'unité de compte un morceau de cette dette unitranche qui viendra compléter l'expertise de private equity avec un peu de dette privée. Alors, fonds ouvert, fonds fermé ? Alors, c'est un fonds evergreen. En l'occurrence, cette unité de compte est un fonds evergreen, ce qui vise un rendement d'un peu plus de 8%. Et 70% de private equity, 20% de dette privée, une poche liquidité de 10%. Partenariat avec un certain nombre d'assureurs aujourd'hui qui ont cette distribution en exclusivité jusqu'à l'été prochain. CNP avec l'ensemble de ses distributeurs, Société Générale, Carac et Groupe Selentia, donc mutuelle des anciens combattants qui avait un ADN proche de ces thématiques. Ok, objectif donc de performance aux alentours de 8%. On est bien d'accord que c'est du risque, c'est du non-coté avec du risque. Henri, je vais vous faire une confidence. Si je faisais mon armée aujourd'hui, je pense que je finirais rapidement au Newf, parce que je suis un peu contrariant. Alors,
Si jamais j'ai envie d'investir sur le secteur de la défense, là vous me faites une proposition disant produits diversifiés, evergreen dans le cadre d'un contrat d'assurance vie, mais je voudrais faire des choses plus pures et hors assurance vie. Il y a des choses chez vous ? Alors, effectivement, aujourd'hui, on a un fonds qui est destiné aux institutionnels, hein, qui est le fonds numéro 2 Aérodéfense. On a mis ce fonds à destination également des particuliers sur notre plateforme digitale Opale Capital. Vous pouvez, depuis le mois de juin de l'année dernière, investir en direct dans le fonds Aérodéfense via Opale et sa plateforme numérique pour être au plus près, je dirais, des actifs sans cette diversification que vous avez à travers l'unité de compte comme rendement. Ok, on est d'accord là, chez Opale, le ticket d'entrée... On est à 100 000 en tant que premier client, 30 000 si vous avez déjà investi à travers la plateforme. Alors que l'unité de compte est beaucoup plus accessible. L'unité de compte a été plus accessible. En fonction des différents assureurs, on peut aller chercher effectivement quelque chose inférieur à 10 000 euros en fonction des contrats. J'ai envie d'investir dans des boîtes cotées. Ah bah alors là également, je dirais que vous savez que la plateforme Tikeo offre un large panel de produits et à travers toutes nos stratégies liquides, qui sont dirigées aujourd'hui par Raphaël Thuin, nous avons des produits et notamment un produit qui s'appelle TESF au titre de la souveraineté européenne qui est maintenant opérationnel depuis un peu plus de 3 ans, qui investit dans des actions typiquement sur ces enjeux et ces thématiques. Alors, vous savez que mes clients ont quelque chose qu'ils adorent, c'est que je leur fais remplir des questionnaires en leur posant tout un tas de questions avant de leur faire souscrire un produit. Il y en a une qui correspond à leurs préférences extra-financières. J'ai un client qui a des préférences extra-financières. Est-ce que je peux lui mettre de la défense ? Totalement. Et ça, c'est une conviction que nous avons eue très forte parce que nous sommes un gérant impliqué fortement sur l'ensemble de ces enjeux ESG qui sont pour nous ni plus ni moins que de la transparence. Ça apporte de la transparence dans la manière dont nous investissons, dans la manière dont nous screenons nos investissements, dans la manière dont nous gérons nos investissements. Et c'est ce que nous avons fait depuis 2019 en respectant toutes les règles autour de ces thématiques, qu'elles soient autour des exclusions, autour des contrôles liés à l'export, mais là également l'ensemble de ces produits et tout ce qui est la manière dont nous gérons ces produits sont totalement concilient l'ensemble de ces règles. Et puis je vais vous dire, sur le fond, la défense, qu'est-ce que ça fait ? Ça protège, la dissuasion protège nos modes de vie, nos civilisations. Et clairement, ça, c'est un enjeu qui est totalement ESG. Henri Marcoux, merci beaucoup d'être venu avec nous aujourd'hui pour cette... Normalement, ça sera bien la dernière de l'année. Je vous souhaite à tous et toutes de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve en 2026 pour de nouvelles aventures. Ciao.